Bonjour, voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie proposé par GMF. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast consacré à l'épargne et à l'investissement. Dans ce nouveau numéro, nous aborderons la question de l'investissement à long terme, une stratégie qui peut s'avérer gagnante. En effet, investir son épargne dans la durée peut permettre notamment de profiter d'un rendement potentiellement supérieur. Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons aujourd'hui Michael Joussaume. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Michael, vous êtes responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction assurance vie. Je n'ai pas fait d'erreur? C'est bien ça. Michael, j'ai plein de questions à vous poser sur cette thématique qui est, disons-le, fondamentale et qui doit évidemment susciter de nombreuses interrogations auprès de vos assurés d'ailleurs. Exactement, oui. Je vous propose qu'ensemble, nous essayons d'aller à l'essentiel pour pouvoir donner des clés de compréhension à ceux qui nous écoutent. Michael, je commencerai sans plus attendre avec cette première question. Tous les épargnants se sont déjà posé la question de la performance de leur placement. Face à cette problématique, quelles sont les premières choses à mettre en place pour aller chercher du rendement ? Alors, derrière cette question qui semble simple, la réponse peut être un peu plus compliquée. Évidemment, nous n'allons pas détailler ensemble tout ce que l'on peut mettre en place pour aller chercher du rendement. Les conseillers financiers sont d'ailleurs là pour ça. Mais je peux bien sûr donner quelques éléments plus fondamentaux. Avant toute chose, il faut bien avoir à l'esprit que le rendement est toujours associé au risque. Cibler un rendement élevé signifie donc systématiquement une prise de risque liée à cet objectif. Cela dit, la première démarche va consister à effectuer un travail de sélection de ce que nous appelons des actifs, les actions, les obligations. Comme je l'ai déjà dit, si l'on cherche du rendement, il faut se tourner vers des actifs plus risqués. Le risque peut être récompensé par un taux d'intérêt, un rendement plus dynamique, plus élevé. Le deuxième élément, pour contrebalancer ce risque, il va être nécessaire de diversifier ses placements. Par exemple, dans le cadre de l'assurance vie, il peut être opportun d'investir dans une proportion plus ou moins significative sur ce que nous appelons le support en euros, qui présente des risques faibles, mais aussi un potentiel de rendement plus limité. À partir de ce socle, on peut ajouter ensuite des investissements en unités de compte qui permettent d'espérer des rendements significatifs au prix d'une volatilité et donc d'un risque plus élevé. Et on a d'autres moyens de limiter ces risques ? Oui, on peut signaler également qu'un investissement régulier est un bon moyen pour limiter effectivement ces risques pris par un investissement sur les actifs plus dynamiques. Entrer sur un marché, investir à différents moments va ainsi permettre de lisser la performance car les périodes de baisse ont plus de chances d'être compensées par des périodes de progression et donc de hausse dans le temps. Enfin, dernier élément, l'horizon de placement. La durée est un élément effectivement à prendre en compte. Globalement, il s'agit de la durée pendant laquelle vous prévoyez de détenir votre investissement, votre produit financier. Plus cet investissement, plus cet horizon est long, et plus vous pouvez vous permettre d'investir dans des actifs financiers plus risqués. Pour rebondir sur ce que vous venez juste de nous dire, quel est l'avantage d'investir sur le long terme, d'avoir un horizon de placement long ? L'investissement sur long terme présente de nombreux avantages. Le premier, c'est qu'investir sur un temps long permet, comme on l'a dit, d'amortir les effets de ce que nous appelons la volatilité d'un actif. Pour mémoire, la volatilité illustre les écarts de valorisation d'un placement jour après jour. En effet, plus vous détenez longtemps un placement volatile, donc dont la valeur bouge beaucoup, moins vous prenez de risques que le prix auquel vous revendrez cet actif soit inférieur au prix auquel vous l'aurez acheté auparavant. Ainsi, l'incertitude de la valorisation se réduit dans le temps. Bon, dit autrement, plus vous investissez longtemps, plus vos placements auront de chances de mieux traverser les périodes de baisse des marchés et plus votre épargne aura de chances de croître. Un autre avantage à signaler ? Oui, tout simplement, vous gagnez en tranquillité. En effet, comme vous placez sur du long terme et que vous savez que les soubresauts des marchés pourront potentiellement être compensés par les périodes de hausse, vous pouvez alors vous permettre d'être moins sensible ou attentif aux caprices à court terme des marchés, aux différentes informations qu'on entend ici ou là. L'investissement sur le long terme ne présente visiblement que des avantages. Mais avez-vous des chiffres, des éléments qui viennent corroborer ces observations ?
Alors, il y a eu beaucoup d'études dans le temps sur le sujet. On peut par exemple s'appuyer sur une étude de l'autorité des marchés financiers, ce qu'on appelle entre nous le gendarme de la bourse, qui a publié une étude qui commence à remonter un peu, mais qui est toujours vraie, puisqu'elle date de 2013. Même si les performances passées, évidemment, ne préjugent pas des performances à venir, cette étude montre en effet que sur une durée de 25 ans, en l'occurrence c'était de 1988 à 2013, un investissement réalisé en actions françaises, par exemple, et conservé sur toute la période avec le réinvestissement des dividendes, a procuré un rendement réel moyen de 6,6% par an, une fois l'inflation déduite même. Et vous avez des chiffres plus récents ? Oui, nos propres analyses montrent que sur un placement diversifié du type SICAV ou fonds commun de placement investi sur des actions internationales, les écarts entre les meilleures et les moins bonnes performances se rapprochent très fortement à l'horizon d'une détention de 10 ans. Et que sur une durée de 15 ans de détention, il n'y a quasiment plus de cas où ce placement en actions internationales est négatif. Je vais me faire l'avocat du diable. A contrario, si j'investis à court ou moyen terme, ça signifie que je serai perdant. Eh bien non. En investissement à court terme sur des actions, par exemple, vous prendrez simplement plus de risques. Et de ce fait, il y aura une plus forte incertitude sur la valorisation de votre épargne. Mais rassurez-vous, en matière d'investissement, il y en a quand même pour tout le monde. Chaque épargnant peut trouver un placement ou des actifs adaptés à son propre profil et à ses objectifs. C'est la raison pour laquelle les établissements financiers, les assureurs, proposent en général une large gamme de solutions pouvant répondre à un maximum de demandes. Ces placements étant généralement classés en fonction de leur horizon de placement. Le court terme, par exemple, qui peut aller de quelques mois à 3 ans, le moyen terme, qui peut aller de 3 à 8 ans, et puis enfin le long terme pour des placements d'une durée de plus de 8 à 10 ans. Alors pour revenir sur les placements à court terme, ils présentent en général une moindre part d'investissement dynamique, comme les actions, afin justement de limiter le risque. Ils sont donc majoritairement constitués d'obligations à plus ou moins courte échéance. Hors période particulière sur les marchés financiers, comme celle que nous connaissons actuellement, un placement à court terme offre donc généralement moins de potentiel de performance, mais ce n'est pas son principal objectif, puisque l'épargnant va plutôt là rechercher la sécurité, mais aussi et surtout la liquidité pour lui permettre de récupérer rapidement son épargne. À noter que dans ce cadre, l'assurance vie constitue un outil d'épargne sur le long terme qui permet d'investir sur des supports en unité de compte, adossés à différents actifs financiers, une large gamme, de larges choix, proposant des horizons de placement variés. Donc pour répondre peut-être plus simplement à votre question, pour résumer et répondre directement à votre question, performance rime souvent avec prise de risque malgré tout. Et pourquoi un produit financier va être plus risqué qu'un autre ? La mesure du risque financier d'un produit dépend tout de même de plusieurs facteurs, notamment la nature du produit, du support, la nature du marché dans lequel il opère et des caractéristiques qui peuvent être spécifiques par rapport au produit lui-même. Par exemple, certains marchés financiers sont naturellement plus volatiles que d'autres, ce qui signifie que le prix des actifs de ce marché peuvent fluctuer de manière plus ou moins significative sur courte période. C'est le cas par exemple des marchés d'actions. Autre facteur, un produit financier moins liquide présente un risque pour l'épargnant s'il veut récupérer à tout moment son épargne. Alors que ces produits non liquides représentent aussi bien souvent des potentiels de rendement élevés sur la durée. Et là, on voit bien le lien entre les risques et performance. On peut citer également les risques liés au niveau d'endettement de certains fonds ou sociétés sur lesquels sont investis les capitaux. Certains produits vont s'appuyer sur des actifs sensibles au taux d'intérêt. En cas de retournement de marché, ce fonds d'investissement en question peut accuser des pertes importantes. Donc, différentes classes d'actifs, différents types de marchés, différentes durées, tout ça nous permet d'analyser globalement le risque. Depuis le début de notre échange, on parle de risque. Mais comment le mesure-t-on concrètement ? Évidemment, il y a plein d'outils plus ou moins sophistiqués pour mesurer les risques liés aux investissements. Pour les particuliers, pour les investisseurs et nos assurés, le moyen le plus simple pour s'informer sur le risque encouru est, par exemple, pour les produits d'assurance, de parcourir ce que nous appelons le document d'information clé, le DIC, puisque c'est un document qui est standardisé aux normes du marché, il est validé par l'autorité des marchés financiers et il permet de retrouver les informations essentielles sur un placement, sa nature, ses caractéristiques principales. Dans ce document se trouve également un indicateur lié aux risques et aux différents scénarios de performance.
Cet indicateur de risque va alors situer le produit sur une échelle allant de 1, un support peu risqué, voire pas risqué, à 7, un support plus risqué. Ce qui permet visuellement de comparer différents produits entre eux. Bon, il faut quand même préciser que ce niveau de risque part du principe que vous conservez le produit sur la durée de détention recommandée justement de ce même produit. Cette durée est d'ailleurs indiquée, fait partie intégrante de ce fameux DIC. Pour ceux qui veulent investir sur le long terme et qui n'ont pas le temps ou les connaissances, que pouvez-vous leur proposer ? Alors, je leur proposerais d'abord de rencontrer un conseiller. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et fondamentalement, le conseiller leur proposera de procéder en 3 étapes. La première étape consiste d'abord à choisir l'enveloppe, l'outil le mieux adapté à leur objectif, en tenant compte notamment du régime fiscal qui est recherché, le régime fiscal qui est associé. On peut ainsi citer le compte-titre, le plan d'épargne en action, l'assurance vie bien sûr, ou encore le plan d'épargne retraite, qui est encore récent et dont les nombreux avantages ne sont pas toujours bien connus, alors qu'ils sont avérés. Il est d'ailleurs tout à fait possible de choisir plusieurs enveloppes, donc plusieurs outils, en fonction de ses objectifs. Un PEA et un contrat d'assurance vie par exemple, un contrat d'assurance vie ou un PER. Ces différentes solutions ne sont donc pas exclusives l'une de l'autre. On peut tout à fait les combiner pour profiter de leurs différents avantages. C'est la première étape. Deuxième étape ? Voilà. Une fois cette enveloppe, cet outil choisi, la deuxième étape va, elle, consister à déterminer le ou les différents types de supports d'investissement qui répondent le mieux à vos aspirations, à vos besoins, à votre profil d'investisseur. On va ici évoquer des classes d'actifs telles que les actions, les obligations, l'immobilier, et bien évidemment une approche mixte entre actions, obligations et immobilier. C'est la deuxième étape. La dernière étape va, elle, consister à choisir finalement le mode de délégation au quotidien de la gestion de votre placement. Rappelons ici que choisir des actifs, actions, obligations et suivre leur évolution dans le temps est quand même assez complexe. Ça prend du temps, ça peut être parfois un peu anxiogène. Je recommande alors vivement de se faire accompagner, comme je le disais tout à l'heure, et cela peut prendre différentes formes. La première est de souscrire à un fonds, une enveloppe spécialisée sur une classe d'actifs, un fonds d'action, un fonds d'obligation. Car ce sera alors la société de gestion qui gère ce fonds, qui sélectionnera, suivra et arbitrera le fonds entre les différentes valeurs en fonction de ses propres anticipations, toujours évidemment en respectant l'objectif du fonds. Mais il est également possible de choisir un fonds dit diversifié, c'est-à-dire que c'est un fonds qui va combiner plusieurs classes d'actifs. Il va associer les actions, les obligations. Cette démarche, on l'a bien connue depuis pas mal de temps. Elle s'est notamment illustrée, il y a maintenant une trentaine d'années, avec les fonds profilés que tout le monde connaît bien. Elle est intéressante cette démarche parce qu'elle permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Elle réduit donc les risques, puisque on l'a vu, la diversification réduit les risques. Mais évidemment, cela peut réduire également le potentiel de rendement dans la durée. Et puis enfin, dernière étape, citons la gestion sous mandat, alors qui est, elle, réservée bien souvent à des montants de souscription plus élevés, et donc plutôt une clientèle bien spécifique. Mais globalement, avant d'opter pour une des solutions proposées, l'investisseur doit, encore une fois, avec l'aide de son conseiller, c'est ce qui doit prendre le plus de temps, se poser les bonnes questions pour déterminer notamment ses objectifs, son horizon de placement et son appétence ou son aversion au risque. C'est en fonction de ces réponses et uniquement en fonction de ces réponses que le conseiller pourra lui apporter le support et donc la réponse la mieux adaptée. Pour conclure notre entretien, investir sur le long terme est la martingale de tout bon investisseur ? Comme nous l'avons vu, l'investissement sur le long terme permet d'espérer au final un rendement dynamique tout en lissant les risques. Et c'est ça qui est très important. Après, le qualificatif de martingale est un peu trop fort, parce que nous savons que la durée réduit l'incertitude et donc le risque. Mais il reste quand même de l'incertitude et du risque. N'oublions pas aussi que l'épargnant, accompagné par son conseiller, devra choisir les classes d'actifs susceptibles de répondre à ses objectifs et à ses attentes en termes de rendement. Et puis surtout, peut-être enfin, il devra se tenir au plan défini à l'origine, c'est-à-dire conserver à minima son placement jusqu'à la durée recommandée. Effectuer des allers-retours, des arbitrages est bien souvent contre-productif et ajoute du risque supplémentaire. Donc, si je comprends bien, il faut savoir faire preuve de rigueur et de patience. Exactement. Nous arrivons au terme de notre podcast. Mickaël, merci pour votre intervention et de nous avoir donné quelques conseils pour gérer au mieux notre épargne. Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.
Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Éco-Publishing pour GMF. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.